Je suis assise dans mon bureau, comme on s'assoit devant une confession, sans prêtre, sans absolution. La pièce a cette odeur de papier fatigué, d'encre ancienne, et d'un parfum discret que je n'ai jamais réussi à aimer tout à fait. Le soleil de fin d'après-midi glisse sur les dossiers empilés, les caresse, comme s'il cherchait lui aussi une vérité parmi les plis. Je regarde la caméra. Je ne cherche pas à être belle, je cherche à être exacte. En France, nous prétendons que l'honneur vaut plus que la vie. Nous le servons comme un vin rare, dans des verres trop fins, en priant pour qu'il ne se brise pas. Mais l'honneur, parfois, n'est qu'un masque fabriqué avec une patience d'orfèvre, porté par ceux qui savent que l'on pardonne plus facilement une élégance qu'un crime. Je marque une pause, assez longue pour entendre le tic-tac de l'horloge et le bruit lointain de la ville, cette respiration indifférente. Puis je pose la main sur un dossier en carton, l'un de ceux qu'on n'ouvre jamais sans trembler. Je m'appelle Catherine, et je vais vous raconter comment on me rendit coupable d'un abandon que je n'ai jamais commis, et comment, 25 ans plus tard, un écran froid m'a recraché mon passé, comme une machine qui refuse d'avaler l'injustice. Je tourne légèrement la tête, comme si j'écoutais quelqu'un derrière moi. Pourtant, il n'y a personne. Il n'y a jamais personne quand le passé revient. Il s'annonce seul, sans frapper. Tout a commencé à cause de Jean. Jean, mon mari, un homme de loi, un homme qui croit aux procédures comme d'autres croient aux miracles, un juge, une figure nette, un visage sans excès. Avec lui, j'avais appris la paix, cette paix fragile qu'on fabrique en choisissant chaque mot, chaque silence. Un soir, en rentrant, il a posé sa serviette sur la table avec une lenteur inhabituelle. Il n'a pas parlé tout de suite. Il a regardé le verre d'eau devant lui, comme si l'eau pouvait lui expliquer ce qu'il venait de découvrir. « Catherine, tu as changé un mot de passe ?»« Non. » On a effacé des dossiers. Pas des dossiers publics, pas des dossiers qui se reconstituent, des dossiers sensibles. Je me souviens de la manière dont il a dit sensible, comme on dit explosif dans un salon où l'on ne veut pas salir les rideaux. Je n'ai pas eu besoin d'en savoir davantage. Je connais les attaques. Pas celles qui frappent les murs, celles qui s'introduisent dans les vies. J'ai senti, avant même de comprendre, que quelqu'un entrait chez nous sans passer par la porte. La première nuit, ce fut un simple courriel, presque poli, un message court, sans signature, sans menace explicite, juste une phrase, comme un couteau posé sur une nappe blanche. « Vous allez enfin dire la vérité. » J'ai relu, et encore relu, comme si les mots allaient changer sous mes yeux. Puis une seconde ligne est apparue, quelques minutes plus tard, plus cruelle parce qu'elle était précise. « Avouez que vous avez abandonné votre enfant il y a 25 ans. » Le monde s'est incliné. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. J'ai simplement senti mon corps devenir étranger, comme si ma peau ne me reconnaissait plus. Je me suis levée, j'ai marché jusqu'à la fenêtre. Dehors, les passants vivaient. Ils riaient, ils tenaient des sacs de course. Leur normalité avait quelque chose d'obscène. Jean est venu derrière moi, sans me toucher, par respect, par prudence, ou par peur d'entendre mon tremblement. « C'est un chantage ?» a-t-il demandé. Je n'ai pas répondu. Parce que le mot « chantage » est trop petit, parce que ce n'était pas une demande d'argent. C'était une demande de honte, une rançon en dignité. Et là, dans ce silence, une image m'a traversée, brutale et intacte. Pierre. Pierre, mon premier mari, le père de l'enfant, l'homme dont on dit, avec une fausse délicatesse, qu'il est décédé, comme si la mort effaçait les méthodes, comme si un carreau réparait les manipulations. 25 ans plus tôt, Pierre avait prononcé une phrase qui avait fait de moi une veuve d'un enfant vivant. « C'est fini, Catherine. Le bébé n'a pas survécu. » Je revois sa bouche, calme. Je revois ses mains, trop tranquilles. Il avait parlé d'une clinique privée, d'une complication, d'un médecin discret. Il avait ajouté, presque irrité par ma panique, « Il ne faut pas remuer ça, il faut avancer. » Je n'ai jamais vu de tombe. Jamais. J'ai demandé, j'ai insisté.
Il a répondu par des regards, par des soupirs, par des accusations. Il savait comment transformer mon amour en faiblesse et ma faiblesse en culpabilité. Et maintenant, un inconnu, ou quelqu'un qui prétendait être l'être, me demandait d'avouer que j'avais abandonné mon enfant. Dans la nuit, d'autres signes sont venus. Un fichier corrompu sur l'ordinateur de Jean, un mot de passe refusé, une alerte de connexion à une heure où nous dormions, et à chaque fois la même obsession, me faire prononcer l'infamie à voix haute. Jean a voulu prévenir la police. Il l'a dit comme on dit, il faut agir, par réflexe d'homme juste. Je l'ai arrêté d'un simple geste. Non. Catherine, c'est grave. C'est intime. Il m'a regardé. Dans ses yeux, j'ai vu la loi, et j'ai vu aussi son amour, cet amour qui ne sait pas toujours où se poser quand il y a des secrets. « Pourquoi toi ?» a-t-il murmuré. J'ai souri, mais ce n'était pas un sourire, c'était une frissure. Parce que, Jean, les crimes les plus efficaces ne laissent pas de sang, ils laissent une version, une histoire qu'on répète jusqu'à ce qu'elle devienne vraie aux yeux des autres, et parfois même à nos propres yeux. Je suis revenue m'asseoir à mon bureau. J'ai ouvert un tiroir que je n'ouvrais jamais. J'y ai trouvé une enveloppe épaisse, jaunie, avec une date écrite de ma main, tremblée. Il y a 25 ans. Je l'ai posée devant moi, comme on pose un cœur sur une table, et j'ai compris, avec une lucidité glaciale, que quelqu'un n'attaquait pas Jean, quelqu'un attaquait mon nom, mon honneur et mon deuil. Je me suis penchée vers la caméra, plus près, comme si je voulais entrer dans la conscience de celui qui écoute. Je n'ai pas peur de la vérité, j'ai peur de la forme que les autres lui donneront, si je me tais. Puis j'ai éteint l'écran de l'ordinateur. La pièce est devenue plus sombre, et dans cette obscurité, pour la première fois depuis longtemps, j'ai entendu la voix muette de mon enfant, celle que je n'avais jamais eu le droit d'entendre. Elle ne disait qu'une chose. Retrouve-moi. La nuit suivante, j'ai dormi comme on s'évanouit, par intermittence, sans véritable repos. Au petit matin, Jean s'était déjà levé. Dans la cuisine, il ne faisait pas de bruit. Il préparait le café avec une précision trop appliquée, comme s'il cherchait dans les gestes ordinaires une règle capable de tenir le chaos à distance. « Tu as éteint l'ordinateur » a-t-il dit sans me regarder. « Oui. » Ils ont recommencé. Il a posé devant moi son téléphone. L'écran affichait une notification, sèche, neutre et pourtant obscène. Dernier avertissement. Dites-le publiquement, ou nous le dirons pour vous. Je n'ai pas demandé qui était « nous ». Les pluriels sont toujours une façon de paraître invincible. Je connaissais ce mécanisme. L'intimidation se nourrit de théâtre. « Ils veulent que tu te dénonces », a murmuré Jean. « Ils veulent te salir et me salir avec toi. » Je l'ai observé, lui, l'homme droit, l'homme en robe noire, celui dont le nom n'était jamais prononcé sans un certain respect. Je voyais déjà les titres possibles, les insinuations, les sourires polis au tribunal, le poison qui n'a besoin que d'une seule goutte. « Je ne veux pas que cela touche ton travail », ai-je dit. Jean a enfin levé les yeux. « Catherine, ce n'est plus une affaire privée, c'est une attaque. Si tu ne vas pas à la police, je sais. » Je ne savais pas seulement, je pesais. À notre âge, on ne choisit pas entre le bien et le mal comme dans les romans. On choisit entre deux pertes. Et je refusais que Jean perde sa réputation à cause d'un passé que je n'avais pas provoqué. Je suis retournée dans mon bureau, seule, et j'ai rallumé l'ordinateur, comme on rallume une lampe dans une pièce où l'on redoute de voir son propre reflet. Sur l'écran, une page ouverte automatiquement, un site anonyme, une interface noire, un compteur. Publication programmée, 72 heures. En dessous, une phrase. Elle a vendu son enfant. Elle vit aujourd'hui dans l'honneur volé. Je ne pouvais pas respirer, pas parce que la phrase était violente, mais parce qu'elle ressemblait à un récit déjà prêt, déjà digéré par le public, ce genre de mensonge qui se raconte tout seul, parce qu'il est crédible.
Une mère qui abandonne, c'est une histoire que les gens comprennent trop vite. La nuit suivante, j'ai dormi comme on s'évanouit, par intermittence, sans véritable repos. Au petit matin, Jean s'était déjà levé. Dans la cuisine, il ne faisait pas de bruit. Il préparait le café avec une précision trop appliquée, comme s'il cherchait dans les gestes ordinaires une règle capable de tenir le chaos à distance. « Tu as éteint l'ordinateur » a-t-il dit sans me regarder. « Oui. » Ils ont recommencé. Il a posé devant moi son téléphone. L'écran affichait une notification, sèche, neutre et pourtant obscène. Dernier avertissement. Dites-le publiquement, ou nous le dirons pour vous. Je n'ai pas demandé qui était « nous ». Les pluriels sont toujours une façon de paraître invincible. Je connaissais ce mécanisme. L'intimidation se nourrit de théâtre. « Ils veulent que tu te dénonces », a murmuré Jean. « Ils veulent te salir et me salir avec toi. » Je l'ai observé, lui, l'homme droit, l'homme en robe noire, celui dont le nom n'était jamais prononcé sans un certain respect. Je voyais déjà les titres possibles, les insinuations, les sourires polis au tribunal, le poison qui n'a besoin que d'une seule goutte. « Je ne veux pas que cela touche ton travail, » ai-je dit. Jean a enfin levé les yeux. « Catherine, ce n'est plus une affaire privée, c'est une attaque. Si tu ne vas pas à la police, je sais. » Je ne savais pas seulement, je pesais. À notre âge, on ne choisit pas entre le bien et le mal comme dans les romans. On choisit entre deux pertes. Et je refusais que Jean perde sa réputation à cause d'un passé que je n'avais pas provoqué. Je suis retourné dans mon bureau, seul, et j'ai rallumé l'ordinateur, comme on rallume une lampe dans une pièce où l'on redoute de voir son propre reflet. Sur l'écran, une page ouverte automatiquement, un site anonyme, une interface noire, un compteur. Publication programmée, 72 heures. En dessous, une phrase. Elle a vendu son enfant. Elle vit aujourd'hui dans l'honneur volé. Je ne pouvais pas respirer, pas parce que la phrase était violente, mais parce qu'elle ressemblait à un récit déjà prêt, déjà digéré par le public, ce genre de mensonge qui se raconte tout seul, parce qu'il est crédible. Une mère qui abandonne, c'est une histoire que les gens comprennent trop vite. Ils la condamnent avant même d'écouter, comme si cela les rassurait de croire que l'amour maternel peut être corrompu. Jean est entré derrière moi. Ils ont un compte à rebours. Catherine, c'est une mise en scène. Je me suis tournée vers lui avec une douceur qui était une fatigue. Pierre faisait pareil. Il créait des scènes. Il inventait un décor et ensuite il me demandait de jouer le rôle qu'il avait écrit. Jean s'est crispé au nom de Pierre. Je ne le prononçais jamais. C'était comme introduire un poison ancien dans une maison propre. Tu crois que c'est Pierre? Il est mort. Les morts, parfois, laissent des mécanismes, et Pierre aimait les mécanismes plus que les êtres. Je me suis levée, j'ai ouvert le tiroir interdit. L'enveloppe épaisse était là, avec son poids de silence. Je l'ai posée sur le bureau, entre Jean et moi, comme une frontière. « Je ne t'ai jamais tout raconté, » ai-je dit. Il n'a pas bougé. « Raconte. » Alors j'ai parlé. Non pas de l'enfant, pas encore, mais de la manière dont Pierre avait construit mon isolement. Il contrôlait les appels, les rendez-vous, les amitiés. Il appelait cela « protéger notre couple ». En réalité, il me coupait du monde pour que sa version soit la seule audible. Le jour où il m'a annoncé que le bébé était mort, ai-je dit, il a ajouté quelque chose que je n'ai compris que bien plus tard. Jean a serré les lèvres. Quoi? Il m'a dit, tu n'auras pas de preuves, Catherine, tu auras besoin d'oublier. Je me suis assise. J'ai senti la chaise sous moi, solide, réelle, comme si je devais m'accrocher à un objet banal pour ne pas être aspirée. « Et tu as oublié ?» a demandé Jean, la voix brisée. « Non, j'ai survécu en faisant prétendre oublier. » Jean a détourné le regard. Je savais ce qu'il voyait déjà. Un juge marié à une femme dont l'histoire pouvait être retournée contre lui. Un juge qui, par sa seule proximité, deviendrait suspect. Je lui ai pris la main.
Je ne veux pas que tu sois mon avocat, Jean. Je veux que tu sois mon témoin, mais je dois d'abord comprendre d'où vient cette attaque. » Il a hoché la tête, lentement. « Et qui sait par où commencer ?» Je suis restée silencieuse une seconde, puis une évidence s'est imposée, froide et lumineuse. Par les papiers, toujours, par les papiers. J'ai regardé les vieux dossiers sur mon bureau, les actes, les dates, les tampons. En France, on peut tuer une personne avec une plume et la faire disparaître avec un formulaire. Il y a un homme, ai-je dit, un notaire, un vieux. Il s'appelait Maître Laurent. Pierre le craignait, et pourtant il l'utilisait. Jean m'a observé comme on observe quelqu'un qui se souvient d'un chemin oublié. « Tu veux aller le voir ? Aujourd'hui. » Le compteur continuait de descendre, et moi, pour la première fois depuis 25 ans, je me levais non pas pour fuir, mais pour réclamer la preuve de l'existence de mon enfant. Maître Laurent n'avait pas changé d'adresse, comme si les notaires, en vieillissant, devenaient des pierres. On les contourne, on les respecte, on les consulte quand on n'a plus le droit à l'erreur. Son étude se cachait derrière une façade discrète, à 2 rues d'une place élégante. Rien d'ostentatoire, juste une plaque de cuivre, légèrement ternie, qui portait son nom avec cette sobriété française où l'autorité n'a pas besoin de crier. Je suis entrée seule. Jean avait insisté pour m'accompagner, mais j'avais refusé. Je ne voulais pas que la justice officielle, même sous la forme d'un mari aimant, se mêle à ce tête-à-tête. Devant Maître Laurent, je devais être Catherine, pas l'épouse du juge. Dans la salle d'attente, une pendule ancienne battait un tempo froid. J'ai eu le réflexe absurde de remettre en place un magazine mal empilé. Les gestes inutiles sont les derniers remparts contre la panique. La secrétaire m'a regardée comme on regarde une femme qui connaît déjà la fin de l'histoire. « Il vous attend, madame. » Son bureau était plus petit que je ne l'imaginais. Les meubles n'étaient pas luxueux, seulement durables. Du bois, du cuir, des classeurs. Et au centre, lui, Maître Laurent. Un visage sec, taillé par l'habitude de ne pas s'émouvoir. Des yeux clairs, presque transparents, de ceux qui ont lu trop de vie pour encore s'étonner. Il ne s'est pas levé tout de suite. Il m'a observé, longuement, sans sourire. « Catherine, a-t-il dit enfin, vous avez donc cessé de vous taire. » Cette phrase m'a frappée, pas comme une accusation, plutôt comme un constat, comme si mon silence avait été, durant 25 ans, une décision administrative. Je me suis assise, sans qu'il m'y invite. « On m'attaque, ai-je dit. On veut me faire avouer que j'ai abandonné mon enfant. » Ses paupières ont à peine bougé. « Votre enfant ?» répéta-t-il, comme s'il goûtait le mot, comme s'il vérifiait qu'il avait le droit d'exister dans cette pièce. Je l'ai fixé. Pierre m'a annoncé sa mort, une clinique, un médecin, une complication, mais je n'ai jamais vu de tombe, jamais. Maître Laurent a joint les mains et j'ai vu ses doigts trembler très légèrement, un tremblement qui l'a immédiatement dompté. « Je me souviens, a-t-il dit, vous aviez demandé un acte. On vous a répondu qu'il n'était pas nécessaire, que la douleur devait suffire. Je me suis penchée en avant. Je veux savoir si sur le papier, cet enfant a existé ou s'il a été effacé. » Il a soupiré, un soupir de vieux professionnel, pas de vieil homme. « En France, Madame Catherine, on peut faire disparaître un corps, on peut brûler des lettres, mais un état civil, c'est une autre bataille. Sans acte de décès validé par la mairie, l'enfant n'est pas mort aux yeux de la République. » Il a ouvert un tiroir, très lentement, trop lentement. Puis il a posé sur son bureau un dossier gris, couvert d'un ruban usé. « Pierre est venu me voir à l'époque, a-t-il dit. Il ne voulait pas de traces. Il parlait de protéger votre réputation. En réalité, il protégeait son pouvoir. » J'ai senti ma gorge se serrer. Qu'a-t-il fait? Maître Laurent a glissé vers moi une copie jaunie, tamponnée, avec une référence d'archive. Il a suspendu le dossier. Il a joué sur un entre-deux, ni naissance pleinement déclarée, ni décès reconnu. Une zone grise, une absence organisée. Je n'ai pas immédiatement compris.
Alors je l'ai regardé, immobile, jusqu'à ce qu'il traduise l'horreur en mots simples. En France, Madame Catherine, votre enfant n'a jamais été officiellement enterré. Et cela signifie une chose, soit Pierre a menti sur la mort, soit quelqu'un a falsifié, à grande échelle, ce qui relève normalement de la mairie. Je me suis redressée, le cœur battant avec une lucidité violente. Vous êtes en train de me dire que il est possible qu'il soit vivant. Maître Laurent n'a pas répondu tout de suite. Il a seulement posé son regard sur moi, lourd, presque compatissant malgré lui. Je vous dis que, juridiquement, vous avez le droit de chercher et que, moralement, vous avez trop attendu. Je voulais pleurer, mais aucune larme ne venait. Il n'y avait pas de place pour le théâtre dans cette pièce, seulement la précision, la froideur et l'évidence. « Pourquoi me dire ça maintenant ?» ai-je soufflé. « Pourquoi ne pas m'avoir aidé avant ?» Maître Laurent a eu un sourire minuscule, sans joie. Parce qu'à l'époque, Pierre avait de l'influence, et vous étiez une femme seule, fatiguée, qu'on pouvait convaincre de douter d'elle-même. C'est la méthode la plus propre, faire de la victime sa propre geôlière. Je suis restée là, avec ce dossier entre les mains, comme si je tenais enfin un morceau de mon enfant, pas son corps, pas sa voix, mais son existence, gravée dans la logique d'un état. En sortant de l'étude, l'air m'a paru plus tranchant. J'ai regardé le ciel, il était clair, presque indécent, et dans ma poche, mon téléphone vibrait déjà, comme si le passé, vexé d'être contredit, s'apprêtait à frapper plus fort. Je n'ai pas rappelé Jean tout de suite. Il y a des nouvelles qu'on n'offre pas au téléphone, comme on n'offre pas un poison dans une tasse en plastique. J'ai marché, longtemps, sans direction exacte, pour laisser au dossier gris le temps de devenir réel entre mes doigts. Chaque pas me ramenait une phrase de Maître Laurent, une absence organisée. Voilà donc ce qu'avait été ma vie, un vide soigneusement administré. Mon téléphone vibrait encore. Quand j'ai enfin regardé l'écran, un lien avait été envoyé depuis un numéro inconnu. Pas de mots, juste une adresse web. Je l'ai ouverte avec une prudence presque cérémonielle. Une page noire, minimaliste. En haut, Archive Pierre L. Et en dessous, un menu froid, comme un testament rédigé par un algorithme. Il y avait des onglets, preuves, témoignages, transactions. Un dernier onglet m'a coupé le souffle. Catherine, version officielle. J'ai senti une nausée calme, pas une panique, plutôt cette sensation qu'on éprouve quand on comprend que quelqu'un a passé des années à préparer votre humiliation avec la patience d'un artisan. Je suis rentrée chez moi avant que Jean ne revienne du tribunal. Je voulais voir, comprendre, trier, seule. Dans mon bureau, j'ai fermé les rideaux, non par peur d'être observée, mais parce que la lumière du jour me paraissait indécente devant ce qui allait s'afficher. Sur l'écran, la version officielle s'est déroulée, un récit complet, déjà rédigé comme un article, comme un dossier de presse. Des phrases courtes, accusatrices, avec cette fausse neutralité qui donne l'impression d'une vérité. Elle a accepté de l'argent, elle a signé, elle a choisi sa carrière et son confort, elle a renoncé à sa fille. Ma fille. Ce mot, que je n'osais pas utiliser, était devenu la pierre angulaire de l'accusation. Puis, les pièces à conviction. Une copie de lettre, prétendument de ma main, où je demandais à tourner la page contre une somme. Une photo d'un reçu bancaire, falsifié, mais habile, et pire que tout, un extrait audio, une voix qui ressemblait à la mienne, légèrement trop lisse, disant « Je ne veux pas de cet enfant ». Je me suis couverte la bouche. Les technologies nouvelles avaient offert aux anciens manipulateurs un outil merveilleux, imité, déformé, fabriqué. Pierre, même mort, pouvait encore parler à ma place. J'ai entendu la porte. Jean. Je l'ai laissé entrer dans mon bureau. Il a vu mon visage,
l'écran, les documents ouverts, et il a compris avant même que je parle. « C'est lui », a-t-il dit, « c'est Pierre, ou quelqu'un qui se sert de lui. » J'ai tendu le dossier de maître Laurent. Il l'a parcouru, les traits serrés. Sa respiration est devenue courte. « Il a suspendu l'état civil », murmura-t-il. « Mon Dieu !» Je n'avais pas la force de répondre. J'ai seulement pointé l'écran. « Regarde ce qu'il a construit. Une machine, une vengeance programmée. » Jean s'est assis, lentement, comme si ses jambes ne le portaient plus. Il a pris mon téléphone, a consulté le compteur. « 48 heures, a-t-il dit. Ils veulent publier. » Je me suis approchée de lui. J'ai posé une main sur son épaule, le geste le plus simple et le plus humain que je connaissais. Pierre avait une chose, Jean, pas l'argent, pas la victoire, la domination. Jean a levé les yeux vers moi, avec une colère contenue. Et ce site, il vient d'où? J'ai fait défiler, j'ai cherché, presque instinctivement, les indices invisibles, un serveur, une détail d'hébergement, une date de création. Tout était caché, sauf une évidence, la structure même du système. Ce n'est pas un chantage ordinaire, ai-je dit, c'est un légat, un dispositif. Jean a serré les mâchoires, un diable dans une boîte. Jacques le sait. Pierre avait une obsession, que même après sa mort, je lui appartienne encore. Il savait que la loi ne le protégerait pas éternellement, alors il a inventé une autre loi, la sienne, une loi numérique. Je me suis tournée vers la fenêtre, mais les rideaux étaient fermés. Je voyais mon reflet dans la vitre sombre, une femme de mon âge, les yeux trop lucides, et derrière cette lucidité, un gouffre de tendresse retenue. « Tu sais ce qui est le plus cruel ?» murmurai-je. « Il n'attaque pas seulement mon honneur, il fabrique une fille qui me hait. » Jean s'est levé, brusquement, puis s'est arrêté. Il se souvenait sans doute de ma première phrase, « Éviter la police ». Son instinct de juge voulait intervenir, mais mon instinct de mère voulait d'abord atteindre l'enfant derrière l'attaque. Je me suis tournée vers lui. Il faut trouver à qui ce testament est destiné. Pierre a prévu un héritier, un destinataire, quelqu'un qui reçoit ses mensonges comme on reçoit une mission sacrée. Jean a répondu, sombrement, « Et cet héritier pourrait être votre enfant. » Le silence s'est abattu sur nous comme la force d'une évidence, un silence où la haine, la filiation et la vérité se confondaient en une seule question, presque insoupotable. Je n'ai dit qu'une phrase, la voix basse, comme une prière. Alors il faut la retrouver avant que le mensonge ne parle pour nous. Je n'ai pas cherché comme on cherche une adresse, j'ai cherché comme on cherche une respiration au fond de l'eau, avec méthode et avec une panique que je refusais de nommer. Jean, malgré sa fonction, a compris qu'il ne devait pas mener l'enquête à ma place. Il m'a seulement donné ce qu'il pouvait offrir sans trahir sa propre droiture, un cadre, des précautions, un regard lucide. Ne réponds pas au message, Catherine. Observe, collecte, ne te laisse pas aspirer. Je l'ai écouté, mais je savais déjà que je serais aspirée. On ne reste pas à la surface quand on apprend que sa fille pourrait être vivante et qu'on l'a programmée pour vous détester. Le site noir indiquait des preuves organisées par date. Je me suis concentrée sur ce qui trahissait une logique humaine derrière l'algorithme, les horaires de mise à jour, les métadonnées oubliées, les petites erreurs, ces miettes que la perfection laisse parfois tomber. À minuit passé, une nouvelle notification s'est affichée. Connexion détectée. Puis une seconde, modification du module, Catherine, version officielle. Quelqu'un travaillait. Maintenant, pas un fantôme, pas seulement une machine. J'ai noté l'heure, j'ai copié les identifiants techniques. Jean m'a regardé faire, surpris. « Tu sais ce que tu fais ?» J'ai appris depuis 25 ans à lire entre les lignes, ai-je répondu. Pierre m'a éduquée malgré moi. Le lendemain, j'ai pris le train pour Lyon.
J'ai prétexté une visite à une amie. Jean a voulu venir. J'ai refusé encore. Mon histoire avait déjà contaminé suffisamment son monde. Lyon m'a accueilli avec son froid sec et son élégance austère. Je me suis dirigée vers la Croix-Rousse, ce quartier qui ressemble à une pensée, des pentes, des escaliers, des façades qui se taisent, une ville qui garde ses secrets comme elle garde ses pierres. L'adresse que j'avais obtenue n'était pas officielle, pas un nom, pas une boîte de lettres complète, une simple trace, un point de connexion récurrent, une localisation approximative, une fenêtre de rue. Je suis montée à pied pour ne pas arriver essoufflée devant la vérité. À chaque marche, je me répétais une consigne, ne pas entrer en colère. La colère aurait été une victoire de Pierre. Il m'avait toujours voulu impulsive, hystérique, facilement disqualifiable. À mon âge, on ne doit plus donner aux manipulateurs ce plaisir. L'immeuble était banal, un interphone gris, des noms effacés. J'ai appuyé sur un bouton sans être sûre. Une voix féminine a répondu, méfiante. « Oui ?» Ma gorge s'est serrée. J'ai choisi la phrase la plus neutre possible. « Je cherche Élodie. » Un silence, puis un souffle. « Qui la demande ?» J'ai fermé les yeux un instant. Dans ce bref noir, j'ai vu un berceau vide, un couloir de clinique, le visage calme de Pierre. J'ai ravalé cette image comme on ravale un sanglot. « Catherine », ai-je dit, « Catherine L. » La porte a buzzé. L'ascenseur était en panne. J'ai monté les étages à pied, et plus je montais, plus j'avais la sensation étrange de remonter mon propre temps. Devant la porte de l'appartement, je n'ai pas frappé tout de suite. Je me suis obligée à respirer, lentement, comme on respire avant une phrase qui peut changer de vie. J'ai frappé. La porte s'est ouverte sur une jeune femme, 25 ans peut-être, le visage dur, mais pas froid. Il y avait dans ses yeux quelque chose de trop ancien pour son âge, la fatigue d'une rancune entretenue. Elle m'a regardée sans cligner. « Enfin !» a-t-elle dit, la grande dame descend de son piédestal. Sa voix ne tremblait pas, la mienne, si. « Je ne suis pas venue pour te dominer, ai-je répondu, je suis venue pour comprendre. » Elle a eu un rire bref, sans joie. « Comprendre, vous comprenez très bien. Vous avez choisi, vous avez pris l'argent, vous avez laissé mon père de moi un secret. » Le mot « mon père » a été prononcé comme un titre sacré, et moi, j'ai senti Pierre se dresser entre nous encore, avec son sourire invisible. Élodie s'est écartée, me laissant entrer. L'appartement était petit, propre, presque nu, un ordinateur puissant sur une table, des câbles, des livres de programmation, et sur un mur, une photo encadrée, un homme tenant une petite fille sur ses épaules. Pierre. Je n'ai pas pu détourner les yeux assez vite. « Vous regardez » a-t-elle craché. « Vous reconnaissez ? L'homme que vous prétendez craindre m'a élevé, lui. Il m'a aimé. » Je me suis avancée lentement. J'ai posé mon sac sur la table. « Je ne vais pas me justifier avec des mots, » ai-je dit. Pierre savait falsifier les mots. « Je vais te donner des traces. » Élodie a croisé les bras, prête à se nourrir de ma honte. « Des traces ? Vous voulez m'acheter une deuxième fois ?» J'ai ouvert mon sac et j'en ai sorti un vieux porte-documents en cuir, usé au coin, lourd comme une mémoire. Je l'ai posé devant elle, sans brusquerie. « Ouvre » ai-je murmuré. Elle a hésité. Son regard cherchait un piège. Puis elle a tiré la fermeture. À l'intérieur, il n'y avait pas d'argent. Il y avait 25 ans de recherche, factures, mandats, courriers d'avocat, rapport d'un détective privé, et sur plusieurs pages, une phrase répétée, datée, stampillée. Recherche d'un enfant déclaré décédé, absence d'acte officiel. Élodie a pâli. Une seconde à peine, comme si son corps avait compris avant son esprit. « C'est faux » a-t-elle murmuré. Je l'ai regardée avec une douceur qui me brûlait. « Alors, vérifie, avec tes outils, avec ton intelligence, avec tout ce que Pierre t'a appris et avec ce qu'il t'a caché. »
Elle a levé les yeux vers moi, et pour la première fois, derrière la haine, j'ai vu une fêlure, non pas la faiblesse, mais la peur de découvrir qu'elle avait adoré un mensonge. Élodie n'a pas pleuré. Elle n'a pas crié. Elle a fait pire. Elle s'est tue. Et ce silence avait la dureté d'une décision. Elle a attrapé l'un des dossiers avec des gestes rapides, presque agressifs, comme si elle voulait arracher la vérité aux pages. Ses doigts ont effleuré les tampons officiels, les en-têtes, les signatures. Elle a reconnu, malgré elle, ce qui ne ment pas facilement. La bureaucratie, ses dates, ses références, ses lourdeurs. En France, on peut truquer des sentiments, mais falsifier une traçabilité complète demande une armée. C'est facile de fabriquer des papiers, a-t-elle lancé, sans me regarder. Aujourd'hui, on fabrique des identités entières. Oui, ai-je répondu, mais ces factures viennent de cabinets différents, sur 25 ans. Et il y a des traces bancaires, des virements réguliers, des montants modestes, constants, la monotonie de la vérité. Elle a serré la mâchoire. Je voyais qu'elle cherchait une faille, une incohérence qui lui permettrait de me haïr encore sans effort. La haine, parfois, est une économie, elle évite de penser. « Pourquoi vous ne m'avez pas trouvé ?» a-t-elle fini par demander, la voix plus basse. « Si vous cherchiez, pourquoi vous ne m'avez pas trouvé ?» La question était une accusation déguisée, et une demande aussi, comme une enfant qui dit « Si tu m'aimais, tu serais venu ». Je me suis assise en face d'elle. Je n'ai pas touché les dossiers. Je n'avais pas besoin de les posséder. Je n'avais besoin que de son regard. Parce que Pierre savait disparaître mieux que quiconque, ai-je dit. Il connaissait la géographie des secrets, les cliniques privées, les adresses temporaires, les amis utiles, et surtout, il connaissait la psychologie. Il savait comment me convaincre que je devenais folle si j'insistais. Élodie a éclaté d'un rire sec. « Ah, voilà, vous étiez la victime. » Je n'ai pas répliqué. Je me suis contentée d'un demi-sourire triste. « Tu veux une coupable simple, c'est humain. Moi aussi je l'ai voulu, pendant des années. Je l'ai voulu si fort que je me suis accusée moi-même, parce que c'était plus supportable que d'admettre qu'un homme avait pu voler un enfant, comme on vole un objet. » Le mot « voler » a fait tressaillir ses épaules. Elle a détourné les yeux vers la photo de Pierre sur le mur, comme si cette image pouvait la défendre. « Il m'a tout expliqué, » a-t-elle murmuré. « Il m'a dit que vous aviez signé, que vous aviez accepté de disparaître. Il m'a dit que votre silence était la preuve. » Mon silence, ai-je dit? Je me suis penchée légèrement. Mon silence, Élodie, n'était pas un aveu, c'était une survie. Quand on n'a pas de preuves, quand on vous traite de dérangé, quand on vous dit que votre chagrin vous invente des fantômes, on finit par se taire pour ne pas être enfermé dans le rôle qu'on vous écrit. Elle m'a regardé enfin, et j'ai vu dans ses yeux quelque chose de nouveau, la colère contre une idée, pas seulement contre moi. « Et le site ?» a-t-elle demandé brusquement. « Le compte à rebours, les fichiers ?» Je n'ai pas eu besoin de répondre. Elle s'était déjà levée. Elle a poussé sa chaise, s'est dirigée vers son ordinateur, a réveillé l'écran. Ses mains ont couru sur le clavier avec une aisance presque élégante. Ce n'était pas de la violence, c'était une danse froide, une compétence acquise, polie, et soudain détournée vers autre chose que la vengeance. « Donnez-moi les liens, tout !» Je les lui ai envoyés. Jean m'avait appris à collecter sans contaminer. Élodie, elle, savait pénétrer sans laisser de traces, et je ne pouvais pas ignorer l'ironie. Pierre l'avait armée pour me détruire, et elle avait peut-être utilisé cette arme contre lui. Les minutes passèrent. Sur l'écran, des lignes de code, des chemins de dossier, des journaux d'accès. Elle fronça les sourcils, puis se figea. « Quoi ?» ai-je dit doucement. Elle a cliqué. Une fenêtre s'ouvrit, un répertoire caché, protégé par plusieurs couches, et son nom apparut, presque théâtral. Projet Vengeance Catherine. Élodie a blêmi. Son souffle s'est arrêté, comme si l'air venait de devenir un témoin. Il a nommé ça comme ça, murmura-t-elle, comme un dossier de travail. Je me suis levée lentement.
Je n'ai pas approché l'écran trop vite. Je ne voulais pas envahir. Je voulais qu'elle sente qu'elle restait libre. « Ouvre », ai-je dit. Ses doigts ont hésité une fois, puis elle a tapé. Elle contourna la protection avec une facilité qui, autrefois, m'aurait terrifiée. Le dossier se déploya. Des photos d'elle, enfant, souriante, sur les épaules de Pierre, et à côté, des scans de documents juridiques, des requêtes de ma part pour obtenir la garde, des lettres d'avocat, des convocations, certaines barrées au feutre noir, d'autres réchirées puis recollées, comme une preuve de cruauté. Élodie a porté une main à sa bouche. « C'est moi », a dit-elle, « et c'est vous ». Elle ne savait plus quel pronom employer, et cette hésitation minuscule avait la beauté fragile d'un monde qui se fissure. Je me suis tenue près d'elle, sans la toucher. « Tu vois » ai-je murmuré. Ce n'était pas une histoire, c'était un plan. Le compte à rebours continuait de descendre, mais dans la pièce, quelque chose venait de s'effondrer plus vite, la certitude confortable qu'elle avait construite pour survivre à son enfance. Et dans le silence qui a suivi, Élodie a prononcé, presque malgré elle, une phrase qui n'était ni une accusation, ni un pardon, juste un vertige. Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait croire de moi ? Je n'ai pas répondu tout de suite, parce que sa question contenait plus qu'une demande d'explication. Elle contenait une peur. Si Pierre avait menti sur moi, il avait menti sur elle, sur son origine, sur son identité, sur le sens même de sa vie. Et quand une vie vacille, il faut choisir ses mots comme on choisit un pansement, pas trop serré, pas trop lâche. Élodie a continué à faire défiler les fichiers. Ses gestes étaient mécaniques, mais ses yeux, eux, brûlaient. Dans le dossier, Pierre avait tout classé avec une froideur presque esthétique. Narratif, preuves fabriquées, déclencheur, date d'activation. Comme si la vengeance était une œuvre d'art et moi un matériau. Elle a ouvert un document intitulé « Déclencheur, 25 ans ». Un paragraphe est apparu. Je n'ai pas lu à haute voix, je n'en avais pas besoin. Je voyais le visage d'Élodie se durcir, puis se fissurer. Il a programmé l'envoi pour mon anniversaire, a-t-elle soufflé, pour mes 25 ans, comme un cadeau. Elle a cliqué sur une autre pièce jointe, des captures d'écran de messages déjà prêts, des posts rédigés, des titres. Il avait prévu la manière dont la foule réagirait, il avait prévu la phrase qui ferait le plus mal, il avait prévu mon humiliation publique comme une mise en scène. C'est pour ça que le site a un compte à rebours, et je murmurais, pas pour te menacer, pour te guider, pour t'exciter, pour que tu aies l'impression d'accomplir une mission. Élodie a serré les poings. Il m'a élevée dans l'idée que j'étais sa réparation, a-t-elle dit, sa preuve qu'il avait été abandonné lui aussi. Il disait que j'étais la fille d'une mère égoïste et que grâce à lui, je serais forte, invulnérable. Elle a éclaté d'un rire bref, mais cette fois il tremblait. Invulnérable. Vous voyez ce que c'est, Catherine ? Être forte parce qu'on vous a appris à ne rien attendre d'une mère, à mépriser la tendresse ? Je me suis approchée d'un pas. Et pourtant tu as attendu, ai-je dit doucement. Tu as attendu et tu as transformé l'attente en colère. C'est une façon de tenir debout. Elle a levé les yeux vers moi, comme si elle me découvrait pour la première fois, non pas comme une coupable, mais comme une femme. Pourquoi vous n'avez pas écrit ? Pourquoi pas une lettre, un signe ? Je me suis assise à nouveau et j'ai sorti de mon sac une enveloppe froissée, scellée, jamais envoyée, une parmi d'autres. Jean en avait vu certaines sans comprendre leur poids. Parce que je ne savais pas où les envoyer, ai-je répondu, mais surtout parce que Pierre aurait pu les intercepter et il les aurait utilisées contre moi. Il adorait les preuves d'émotion. Il les retournait comme des couteaux. Élodie a pris l'enveloppe. Elle a caressé le papier, d'un geste presque enfantin. Puis elle l'a reposé, comme si elle n'osait pas encore ouvrir ce qui ressemblait à un cœur. Sur l'écran, une vidéo a commencé à se charger. Élodie n'a pas cliqué, le fichier s'était lancé automatiquement. Pierre avait prévu l'effet de surprise.
la mise en scène jusqu'au bout. Une image granuleuse, Pierre assis dans un fauteuil, filmé de face, dans une lumière douce, presque paternelle. Il parlait calmement, comme un homme qui donne un conseil, pas comme un homme qui détruit. « Ma chérie, disait-il, la voix chaude, si tu regardes ceci, c'est que tu es prête. Ta mère t'a trahi, tu ne lui dois rien. Tu vas simplement rétablir la vérité. » Élodie a blêi. Sa main tremblait sur la souris. Pierre a continué, implacable. Elle a choisi sa vie, elle t'a vendu, et elle vit aujourd'hui dans une respectabilité volée. Je te laisse ce que j'ai construit, parce que toi seul as le courage de faire ce qu'il faut. Je voyais dans les yeux d'Élodie le conflit horrible. L'enfant en elle voulait croire ce père qui l'avait nourri. La femme en elle venait de découvrir le mot projet associé à vengeance. Elle a coupé la vidéo d'un geste sec. Le silence retomba, mais ce n'était plus le même silence. Ce n'était plus un mur, c'était un espace. « Il m'a utilisé », a-t-elle dit, presque sans voix. Je n'ai pas dit oui, je n'ai pas dit je te l'avais dit, je me suis contentée d'une phrase qui ne demandait rien, qui n'imposait rien. Nous avons été deux prisonnières du même homme. Élodie a respiré profondément, comme si elle apprenait à respirer autrement. Puis elle s'est rassie, a fait défiler encore, plus vite, plus déterminée. Elle n'était plus en train de chercher des raisons de me haïr, elle cherchait des preuves pour détruire le mensonge. Il y a des journaux d'accès, des serveurs, des relais, et une sauvegarde chiffrée, datée d'il y a quelques semaines. Elle a tourné l'écran vers moi. Ce n'est pas seulement un testament numérique, Catherine. Quelqu'un l'entretient. Quelqu'un vit encore dans son ombre et continue le plan. Le compte à rebours affichait 19, 42, 11. Et pour la première fois, la peur ne venait plus seulement du passé, elle venait du présent, de cette main inconnue qui, quelque part, gardait la vengeance de Pierre en marche. Je me suis surprise à regarder Élodie comme on regarde un miroir qu'on aurait évité toute sa vie. Non pas pour y chercher mon visage, mais pour y reconnaître ma propre fragilité. Sa colère avait une logique, elle avait été nourrie, répétée, célébrée comme une vertu. Et maintenant, cette colère se retrouvait sans maître, comme un chien dressé qui découvre que la voix qui commandait n'était qu'un enregistrement. Elle s'est levée brusquement, a fait quelques pas dans la pièce, puis s'est arrêtée près de la fenêtre. Lyon s'étendait en contrebas, indifférente, avec ses toits et ses fumées discrètes. Elle a posé la paume contre la vitre, comme si elle voulait vérifier que le monde existait encore. « Toute ma vie », a-t-elle commencé, puis elle s'est interrompue. Elle a cherché un mot qui ne soit pas une plainte. Je n'ai pas rempli son silence. J'ai appris avec les années que le pardon n'entre pas dans une phrase qu'on force, il entre dans un espace qu'on respecte. Élodie a repris, plus bas, « Toute ma vie, je me suis raconté que je n'avais pas besoin de vous, que vous étiez une faiblesse, une femme mondaine, absente, propre, et je me suis sentie supérieure en vous méprisant. » Elle a ricané sans joie. « Il m'a donné la haine comme un héritage, et je l'ai portée fièrement. » Je me suis approchée d'un pas, puis j'ai reculé. Je ne voulais pas la coincer. À cet instant, le moindre geste pouvait ressembler à une prise de possession. Il t'a donné ce qui lui servait, une arme, et il a appelé ça un cadeau. Elle s'est tournée vers moi, les yeux brillants, mais sans larmes encore. « Et vous faites quoi maintenant? Vous venez ici pour me dire que vous m'aimez. C'est ça votre stratégie. » Le mot « stratégie » m'a traversée. Il était juste. Toute notre histoire ressemblait à une guerre. Et pourtant, je devais lui répondre autrement, sans tactique. Je ne suis pas venue pour être aimée, ai-je dit. Je suis venue pour cesser de mentir. Même si la vérité me rend ridicule, même si elle me rend vulnérable, je suis venue pour te regarder en face, sans masque. Élodie a baissé les yeux vers le porte-documents, vers les lettres, vers les tampons, puis elle a murmuré comme si elle s'adressait à elle-même. Alors, je ne sais pas comment on fait. Cette phrase si simple m'a coupé le souffle. C'était la phrase d'une enfant,
Pas d'une hackeuse, pas d'une accusatrice. Une enfant qui n'avait jamais appris la douceur comme autrement qu'une menace. Je me suis assise, lentement, et j'ai posé mes mains à plat sur mes genoux, visibles, ouvertes. On ne fait pas, Élodie. On laisse tomber, un peu, pas tout d'un coup. On accepte d'être imparfaite. Elle a eu un mouvement de recul, comme si l'idée même d'imperfection lui donnait le vertige. Vous parlez comme si c'était facile. Ce n'est pas facile, c'est humiliant. Pardonner, ce n'est pas effacer. C'est reconnaître qu'on a vécu dans la même prison, même si les barreaux n'avaient pas la même forme. Elle s'est assise à son tour, mais pas en face, un peu de biais, comme si elle devait garder une porte de sortie. « Vous me demandez de pardonner à Pierre ?» J'ai secoué la tête. « Non, je ne te demande rien, et je ne pardonne pas Pierre, pas aujourd'hui. Je pardonne ce que sa présence a fait de moi. Je pardonne à la femme que j'ai été quand je me suis laissée convaincre de me taire. Et si je te parle de pardon, c'est parce que la haine te brûle plus qu'elle ne me brûle. » Élodie a serré les lèvres. Elle cherchait à résister, et je comprenais. La haine, au moins, lui donnait une identité. « Vous savez ce que je ressens ?» a-t-elle dit, la voix soudaine rauque. « J'ai l'impression d'être stade de fabriquer. » Je n'ai pas nié. J'ai choisi la phrase la plus vraie. Nous sommes tous fabriqués, Élodie, par des histoires, par des regards, par des manques. La différence, c'est qu'aujourd'hui, tu as la possibilité de choisir quelle histoire tu gardes. Elle a fermé les yeux, longtemps, puis elle a ouvert une nouvelle fenêtre sur son ordinateur, a commencé à extraire des données, à copier des journaux d'accès. « Je peux arrêter la publication », a-t-elle dit, d'une voix sèche, comme si elle reprenait une posture de contrôle. « Je peux neutraliser le compte à rebours, mais il reste le nous, celui qui entretient le système. » Je l'ai observé travailler et j'ai senti une tendresse étrange, non pas une priorité, mais un respect. Elle utilisait enfin sa puissance pour autre chose que la destruction. « Et si on ne le trouve pas à temps ?» a-t-elle demandé. Je me suis penchée légèrement. Alors on dira la vérité nous-mêmes, avant eux. Élodie a levé les yeux, elle semblait presque effrayée par cette idée, comme si parler à voix haute était plus dangereux que hacker un serveur. La vérité, devant les gens? Oui, ai-je dit, parce que Pierre a toujours compté sur notre honte, et la honte est un silence qu'on nous a appris à confondre avec la dignité. Le compteur affichait désormais 12h18:03. Élodie a inspiré profondément, puis elle a prononcé avec une hésitation qui m'a serré le cœur « Catherine, si je vous crois, qu'est-ce qu'on fait de tout ce temps perdu ?» Je l'ai regardée, longtemps, avec cette lenteur des femmes qui ont cessé de courir après les explications parfaites. On ne le récupère pas, ai-je dit, on l'honore, et on commence ici, maintenant, ensemble, si tu peux. Le lendemain, le jour s'est levé sans solennité. Pas de musique, pas de promesses. Juste une lumière grise, honnête, comme une salle d'audience avant l'arrivée du public. J'ai appelé Jean à l'aube. Sa voix était déjà éveillée, comme s'il n'avait jamais dormi. « Elle sait », ai-je dit simplement, et elle a arrêté le compte à rebours. Un silence, puis son souffle, retenu. Est-elle en sécurité? Autant qu'on peut l'être quand on sort d'un mensonge fondateur. Nous avons convenu d'une chose essentielle. Rien faire qui ressemble à une manœuvre. La vérité devait passer par la loi sans être dévorée par elle. C'est là que Jean a prononcé le mot que je redoutais autant que je l'espérais. Médiation. Je suis arrivée au cabinet discret en milieu de matinée, pas celui du tribunal, un lieu neutre, presque invisible, où les conflits viennent s'alléger avant de devenir des dossiers. Élodie était là, assise droite, le visage fermé mais calme. Elle avait éteint son ordinateur. Ce geste, minuscule, m'a ému plus que tout le reste. Jean n'a pas joué au juge. Il n'a pas posé de questions inquisitrices. Il a parlé comme un homme qui connaît le poids d'une décision quand elle s'inscrit dans des vies.
Vous avez commis des actes répréhensibles, Élodie, a-t-il dit sans dureté. Intrusion, tentative de chantage. Mais vous êtes aussi une personne manipulée par un dispositif prémédité. Elle a acquiescé, sans justification, sans défi. Je n'ai pas cherché l'argent, a-t-elle dit. Je cherchais une reconnaissance, même dans la destruction. Je l'ai regardée. Elle parlait enfin sans écran. Jean a expliqué le cadre, la médiation pénale, pas pour effacer, mais pour réparer. Le principe était simple et terrible. Si je refusais de porter plainte, si je reconnaissais publiquement être la victime d'une manipulation longue et documentée, l'État pouvait renoncer à la poursuite. Pas par faveur, par cohérence. La justice n'est pas un théâtre de vengeance, a-t-il ajouté. C'est un lieu où l'on choisit parfois de ne pas ajouter de la ruine à la ruine. J'ai senti la tension quitter la pièce comme une vapeur. Élodie a baissé la tête, puis elle a murmuré « Je ne voulais pas vous détruire, je voulais que quelqu'un paye. » Je me suis tournée vers elle. La dette n'était pas la tienne. La médiatrice a pris des notes lentement, avec cette écriture qui ne juge pas. Elle a demandé si je maintenais ma position. J'ai répondu oui, sans emphase. À mon âge, la fermeté n'a plus besoin d'être spectaculaire. Puis est venue la question que je redoutais. « Madame Catherine, souhaitez-vous une déclaration officielle ?» J'ai pensé au site noir, aux phrases déjà prêtes, à la foule qui aime les récits simples, et j'ai compris que la vérité devait sortir de ma bouche avant de sortir des machines. « Oui, ai-je dit, mais pas une confession. Un récit. » Élodie a levé les yeux vers moi, surprise. « Un récit pour qui ?» Pour ceux qui confondent le silence et la faute, pour les mères à qui on a appris à se taire avec élégance, et pour toi, afin que tu n'aies plus à porter ce rôle qu'on t'a imposé. Jean m'a regardé, longuement. Il savait que ce choix aurait un prix. Il a hoché la tête. Alors nous ferons les choses proprement. La médiation a été actée, les poursuites suspendues, les serveurs neutralisés, le projet scellé comme une pièce à conviction, enfin nommé pour ce qu'il était, une violence différée. En sortant, Élodie s'est arrêtée sur le seuil. Elle n'a pas cherché ma main, elle a simplement dit « Merci de ne pas avoir détruit pour vous sauver ». Je lui ai répondu avec la seule vérité que je connaissais. On ne se sauve jamais seul. Le ciel était clair, pas triomphal, juste clair, et pour la première fois depuis longtemps, la loi ne me paraissait plus une menace, mais un passage. Le dernier acte n'a pas eu l'éclat d'une victoire. Il a eu la lenteur d'une réparation. Comme ces restaurations qu'on fait sur un tableau ancien, on ne change pas l'œuvre, on retire la suie, on rétablit les couleurs et l'on accepte que certaines fissures resteront visibles parce qu'elles racontent l'histoire du temps. Nous avons commencé par l'ADN, non pas comme un geste intime, mais comme un geste légal. Jean a insisté, tout devait être irréprochable, pas d'arrangement, pas de raccourci. Le paradoxe, c'est que je n'avais jamais autant désiré quelque chose et que je devais attendre la procédure comme on attend une sentence. Le laboratoire était blanc, presque sans âme. Élodie et moi avons signé des formulaires, présenté des pièces d'identité, répondu à des questions froides. À un moment, l'employé a prononcé « mère présumée ». J'ai senti le mot me blesser, pas par orgueil, par fatigue. Élodie n'a pas réagi. Elle a gardé cette immobilité des gens qui ne veulent pas montrer leur espoir de peur qu'ils soient punis. Quand le prélèvement a été fait, un silence a suivi. Un silence étrange, pas hostile. Un silence qui ressemblait à une trêve. « Je n'ai jamais eu de photo de vous », a-t-elle dit en sortant, « pas une vraie. Dans l'ordinateur de Pierre, il y avait des images, mais toujours avec un commentaire, toujours une phrase pour orienter mon regard. » Je l'ai regardée et j'ai senti un élan de tendresse que je n'ai pas laissé devenir une prise. « J'ai gardé une photo de toi », ai-je dit, « une seule, celle qu'on avait prise à la maternité, avant qu'il ne me l'arrache.
Élodie s'est arrêtée. Elle m'a observé comme si je venais d'avouer un crime et un miracle en même temps. « Vous l'avez encore ?» J'ai hoché la tête. « Chez moi, dans une enveloppe. Je ne l'ai pas regardée pendant des années, pas parce que je ne voulais pas, mais parce que je ne supportais plus l'idée de te voir fixée, alors que je t'imaginais vivante quelque part. » Elle a baissé les yeux. « Vous m'imaginiez comment ?» J'ai souri, malgré moi, un sourire de femme qui retrouve une image qu'elle avait gardée intacte. Je t'imaginais obstinée, et brillante, et plus libre que moi. Elle a laissé échapper un souffle qui ressemblait à un rire, mais qui n'était pas encore un rire. Les résultats sont arrivés 2 semaines plus tard, 2 semaines où nous n'étions ni étrangères ni famille, 2 semaines suspendues, comme si le monde attendait notre nom. Dans mon bureau, au même endroit où tout avait commencé, j'ai ouvert l'enveloppe avec des mains étonnamment calmes. Jean était là, à distance respectueuse. Élodie, assise en face, ne touchait à rien, comme si elle craignait de contaminer la vérité. Je n'ai pas lu d'abord. J'ai regardé Élodie. Elle avait le visage fermé, mais ses yeux tremblaient. « Quoi qu'il y ait dans cette enveloppe, ai-je dit doucement, tu as le droit de choisir ce que tu fais de moi. » Elle a avalé sa salive. « Et vous, vous avez le droit de choisir ce que vous faites de moi. » J'ai ouvert, j'ai lu. Le monde s'est arrêté, puis il a repris. Probabilité de filiation, 99,98%. Je n'ai pas pleuré tout de suite. J'ai senti d'abord un soulagement physique, presque animal, comme si mon corps disait enfin « je n'étais pas folle ». Élodie a fermé les yeux. Une larme est tombée, une seule, comme une preuve plus intime que l'encre. Je me suis levée, très lentement. Je n'ai pas tendu les bras, je n'ai pas demandé une étreinte. Je me suis contentée de poser la feuille sur la table, entre nous, comme une passerelle. « Bonjour, ma fille », ai-je murmuré. Elle a réouvert les yeux, son visage s'est contracté, puis s'est adouci, comme une porte qui résiste avant de céder. « Bonjour, maman », a-t-elle dit presque en silence. Ce mot n'a pas effacé 25 ans, il n'a pas effacé Pierre, il n'a pas effacé les blessures, mais il a cessé de mentir. Plus tard, nous sommes allés à la mairie, pas pour faire un spectacle, pour inscrire une réalité. Les registres ont été corrigés, les mentions ajoutées, l'administration a fait ce qu'elle fait, elle a rendu officiel ce que l'amour, lui, savait déjà, sans oser le dire. Ce soir-là, je me suis retrouvée seule dans le jardin. Le ciel avait la couleur d'une promesse qui ne fanfaronne pas. Je pensais à Pierre, à son projet, à sa certitude qu'il pouvait coder la haine comme une fatalité. Je me suis tournée vers la caméra, une dernière fois, et j'ai dit, avec la simplicité des choses enfin comprises, « La justice peut être lente, mais l'amour d'une mère est un langage que personne ne casse, pas même ceux qui se croient immortels derrière un écran. » Il y a des histoires qui ne se terminent pas vraiment, elles cessent simplement de faire mal de la même façon. Celle-ci m'a appris une chose essentielle. La vérité n'est pas toujours ce qui rétablit le plus vite la paix, mais elle est la seule chose qui permette à l'amour de respirer à nouveau. Pendant 25 ans, j'ai cru que le silence était une forme de dignité. J'ai confondu la retenue avec la noblesse, l'oubli avec la survie. Je croyais protéger les autres, alors que je me condamnais moi-même. Et plus graves encore, je laissais une enfant grandir dans une histoire amputée de sa moitié. Cette épreuve m'a rappelé que l'amour maternel n'est pas un sentiment spectaculaire, il n'est pas fait de grands gestes ni de phrases héroïques, il est fait de persévérance invisible, d'une fidélité silencieuse à un lien, même quand tout semble prouver qu'il n'existe plus. Une mère peut être réduite au silence, humiliée, disqualifiée, mais tant qu'elle continue de chercher, d'espérer, de refuser intérieurement la version qu'on lui impose, elle n'abandonne pas. J'ai aussi compris que le pardon n'est pas une absolution offerte au bourreau. Le pardon, quand il existe, est un acte de libération pour ceux qui restent. Il ne réécrit pas le passé,
il empêche simplement le passé de gouverner l'avenir. Pardonner, ce n'est pas dire « ce que tu as fait est acceptable », c'est dire « je refuse que ce que tu as fait décide de ce que je deviens ». Enfin, cette histoire m'a appris que la famille n'est pas seulement une filiation inscrite sur un registre, elle est une responsabilité affective. Être parent, ce n'est pas posséder un enfant ni le façonner à son image, c'est accepter qu'il ait été blessé sans nous et qu'il nous regarde parfois avec colère avant de nous regarder avec confiance. Si vous m'écoutez aujourd'hui, peut-être portez-vous aussi une histoire inachevée, un silence ancien, une rupture familiale jamais expliquée, un enfant, un parent, un frère ou une sœur dont l'absence continue de parler à votre place. Je voudrais vous poser quelques questions, non pas pour juger, mais pour ouvrir un espace. Avez-vous déjà été accusé de quelque chose que vous n'avez jamais fait et choisi le silence pour survivre ? Avez-vous déjà découvert, trop tard peut-être, qu'un mensonge ancien avait structuré toute une relation familiale ? Et surtout, y a-t-il dans votre vie une vérité que vous n'avez jamais dite, par peur de détruire ce qui semblait tenir debout ? Si cette histoire résonne en vous, je vous invite à partager la vôtre, non pas pour exposer vos blessures, mais pour leur donner une voix. Parfois, raconter n'efface pas la douleur, mais cela empêche qu'elle se transmette intacte à la génération suivante. Parce qu'au fond, ce que j'ai appris, c'est ceci. On ne choisit pas toujours ce qui nous arrive, mais on peut choisir de ne pas laisser le mensonge devenir un héritage. It's okay. You can let yourself sleep. You can let yourself relax. Just calm down. Just calm down. Just calm down. Just calm down. Calm down. Okay. Calm down. Just calm down. Relax. You can close your eyes and just relax. Fall asleep, okay? I just wanted to do a little personal attention right